C'était évidemment une idée tout à fait évidente de l'inviter à prendre la parole. Alors, en dehors de ça, effectivement, Edgar est quelqu'un qui a de grandes contributions en matière précisément de cosmologie, de relativité générale. Il a aussi écrit beaucoup, donc je ne vais pas être plus long, mais je crois que vraiment on est tous d'accord, tous convaincus, et surtout ceux qui m'ont déjà entendu, qu'il est à la fois scientifiquement et dans la manière dont il présente les choses, tout à fait capable d'éclairer le débat d'aujourd'hui. Donc je ne vais vraiment pas être plus long et je vous cède immédiatement la parole. Il ne faut jamais être convaincu à l'avant. Non, on peut avoir un préjugé quand même, qui t'a démenti. Je pose ma montre puisque je t'avais promis de passer 3h43 minutes. Et à propos de la remarque que j'avais faite au début d'une discussion avec Étienne Klein, oui. Effectivement, j'avais discuté de ça avec lui il y a quelque temps, à propos de l'origine qui implique finalement la définition d'un avant, de façon générale quand on parle d'une origine, d'un après, et du passage de l'un vers l'autre. Alors ça marche pour n'importe quoi qui se trouve dans l'univers, comme tu l'as très bien décrit, mais lorsqu'on parle de l'univers, ça pose effectivement un problème. Et ce problème, c'est qu'on arrive a priori à une régression sans fin de l'interrogation, puisqu'on se demande et quoi avant, et quoi avant, et quoi avant. Et donc ce problème semble insoluble, sauf si, et c'est précisément ce à quoi j'aboutis au terme de ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi je pensais commencer par là, pour faire une boucle logique, mais je ne commencerai pas par là, mais simplement c'est pour dire que c'est un argument qui tient la route. Alors d'abord, merci de m'avoir invité à ce colloque, et merci Dominique pour ce bel exposé, où j'ai appris plein de choses sur le commencement physique, les nuances entre commencement et création physique. Moi, en ce qui me concerne, je me pose la question, et on va en débattre ensemble, c'est que se passe-t-il aujourd'hui? À savoir, aujourd'hui, que peut en dire la physique? Que peut dire la physique aujourd'hui de l'origine de l'univers? Ou de façon, si vous voulez, parallèle, est-ce que les lois de la physique d'aujourd'hui, qui décrivent les comportements de la nature, sont-elles à même de se prononcer d'une façon ou d'une autre à propos de l'origine de l'univers? Et finalement, ça implique qu'on se pose la question, est-ce que la physique d'aujourd'hui, en général, est à la hauteur de cet enjeu, c'est-à-dire est-ce qu'elle possède tout l'arsenal théorique, toutes les lois, toutes les finesses dont elle a besoin pour pouvoir proposer une histoire physique de l'univers qui commence par un début. Bien, le fait qu'il y ait une réponse positive à cette question est en soi déjà un événement assez extraordinaire et qui implique véritablement une révolution conceptuelle absolument majeure. Et cette révolution conceptuelle, c'est gênant de parler en prenant un micro, et cette révolution conceptuelle majeure se caractérise par le fait que toute une série d'interrogations qui faisaient partie jusqu'il y a peu du domaine de la philosophie et de la métaphysique, comme par exemple la célèbre interrogation de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, a été adaptée dans ce deuxième contexte par un ensemble de physiciens. C'est devenu des questions comme pourquoi y a-t-il l'univers plutôt que le vide, et des questions annexes comme l'univers et le vide sont-ils vraiment deux choses distinctes, et même l'univers serait-il peut-être un soubresaut du vide. Alors il est clair que dans ces questions, le vide dont on parle n'est pas simplement le vide de Leibniz ou le vide de la physique classique, c'est-à-dire intuitivement
ce vide qui est l'absence de toute chose, le rien, enfin, la manière dont on conçoit intuitivement le vide. C'est quelque chose d'autre. C'est le vide quantique. Et le vide quantique que je vous définirai, comme j'essaierai de vous définir chaque notion dont je vais parler, ça c'est le problème du temps et du discours, donc je ne définirai peut-être pas certaines notions, pour gagner un peu de temps, mais en tout cas le vide quantique, bien entendu, je le définirai abondamment, et vous verrez que le vide quantique apparaîtra comme l'objet central, comme le héros, comme la toile de fond de la physique contemporaine. Et les liens entre le vide quantique d'une part et l'univers matériel d'autre part, eh bien, expriment précisément, d'une certaine façon, la révolution conceptuelle que j'ai mentionnée tout au début, à savoir l'apparition d'un lien indissociable entre le temps, l'espace, la matière et le vide quantique, naturellement. Alors, comment en est-on arrivé là? Bon, je vais essayer d'être court. On en est arrivé là à partir, je dirais, d'un mariage, ou plutôt de noces tumultueuses, ou disons d'une complicité au moins très fertile et très inattendue entre les deux grandes théories qui caractérisent la physique d'aujourd'hui. La relativité générale du phare, qu'on a déjà mentionné ici, qui caractérise, disons, mais on précisera par la suite, l'infiniment grand, la cosmologie, l'astronomie, enfin la physique à grande échelle. Je parle de théorie physique fondamentale, bien entendu, d'une part, et la théorie quantique d'autre part, théorie quantique des champs, vous verrez la nuance, si je la donne, qui, elle, s'occupe en principe du monde subatomique, atomique, je dirais de l'infiniment petit. Quoique. Et ce sont deux théories, c'est important, qui concernent non seulement deux domaines distincts de la nature, au point de vue d'échelle, mais qui sont construites, j'y reviendrai, sur des bases théoriques totalement différentes. Et pourtant, c'est de la complicité entre ces deux théories que naîtra une nouvelle vision de l'origine de l'univers et de son histoire. Et en effet, c'est l'existence de cette complicité entre ces deux théories qui permettra de construire une origine rationnelle, physique de l'univers. Et vous verrez que la chose surprenante, c'est que aucune de ces deux théories, relativité générale d'une part et la théorie de l'infiniment petit, la théorie quantique des champs, n'est à même de résoudre ce problème. Elles contiennent chacune une partie. Et le miracle, si je peux me permettre de prononcer ce mot après l'exposé qui vient d'avoir lieu, sans qu'il y ait de méprise, mais c'est véritablement un miracle, c'est que chacune de ces théories, qui en elle-même est incapable d'expliquer le tout, trouve exactement dans l'autre ce qui lui fait défaut. Et que c'est donc la juxtaposition des deux qui permet alors, grâce à ce petit quelque chose qui est dans l'une pour l'autre et dans l'autre pour l'une, de faire un tout qui fait que l'association de ces théories, association bien comprise, bien entendue, permet de formuler une nouvelle vision de l'histoire de l'univers et en particulier de son origine. Alors, j'essaie de faire un peu plus court. Voilà. La première chose, c'est que la mise en rapport de ces deux théories-là va nous amener vers un concept tout à fait nouveau, c'est que l'univers va découvrir, bien entendu j'essaierai de vous expliquer le mieux possible chacune des notions que j'utilise, l'univers va découvrir en lui-même l'énergie, parce que je fais une petite parenthèse, ce qui manque quand on veut parler de l'origine de l'univers,
et c'est bien ce qui manquait à chacune des deux théories dont j'ai parlé, c'est que quand on parle de l'univers, il contient une quantité fabuleuse d'énergie, toutes sortes de formes. Bref, il contient de l'énergie. Et donc, se pose la question immédiatement quand on veut formuler une théorie qui parle de l'origine de l'univers, c'est synonyme, quelle est l'origine de l'énergie qui a été fournie pour que cet univers existe? C'est en tout cas une question essentielle. Eh bien, vous verrez que la mise en rapport que je viens de définir avant, enfin que je vais définir de façon clairement, je vais vous le faire vivre, je veux dire pas à pas, ce dialogue entre les deux théories que j'ai mentionnées, qui vont nous offrir cette solution. Eh bien, ce parallèle, cette union de ces deux théories va permettre qu'apparaisse au sein que l'univers se nourrisse d'une énergie qu'il crée en lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de source extérieure pour être créé, qu'il crée de façon, disons, spontanée en lui-même, c'est-à-dire que il manifeste là, il se passe comme si on avait affaire à un processus tout à fait impensable du type, on appelle ça un bootstrap. C'est pour ça que j'ai utilisé la notion de bootstrap cosmologique. Alors le bootstrap est un concept qui a été introduit par les Anglais, c'est-à-dire une création à partir de rien, qui image par exemple des aventures comme les aventures du baron de Munchausen qui tombe dans de la vase et qui s'enfonce dans la vase vers un destin funeste, si ce n'est qu'il a la bonne idée, il porte des bottes, de se tirer par ses propres bottes, et se tirant par ses propres bottes, où il y a plusieurs versions pour ça, d'arriver à se sortir de la vase. Donc, il arrive à se sauver, et donc à produire un effet manifeste, en utilisant que des énergies internes, surtout en ne faisant appel à rien d'extérieur, en ne prenant appui sur rien d'autre, en n'utilisant aucune énergie extérieure. C'est ce qu'on appelle le bootstrap. Il y a d'autres aventures dont je ne vais pas parler, Cyrano de Bergerac qui se rend vers la Lune au moyen aussi d'un bootstrap d'un autre type. Donc, il y a des tas de petites aventures comiques, magiques, où les choses se passent sans que le monde extérieur ne doive intervenir, comme si les objets, le baron de Munchausen par exemple, trouvaient en lui-même, par magie, encore un mot que j'introduis, l'énergie nécessaire à ce qui se passe, et voilà, ça apparaît en cycle fermé. Quelle ne fut donc la stupeur des physiciens, le mot n'est pas trop grand, et en particulier de notre groupe ici à l'ULB, qui avait beaucoup travaillé là-dessus, de découvrir que ce qui est tout à fait fantasque, amusant, dans des aventures locales amusantes comme celle du baron de Munchausen ou de Cyrano de Bergerac, pourrait vraiment se passer au niveau de l'univers. Et c'est ce que je vais vous expliquer et vous montrer. Je vais vous montrer comment la combinaison des deux théories, plutôt le face-à-face constructif que je vous ai défini entre les deux théories, relativité générale et théorie quantique des champs, ont pu conduire à une origine, une physique de type bootstrap pour l'univers. Alors, je vais... Alors oui, il y a aussi une phrase, je la cite parce qu'elle est très troublante, qui se trouve dans le livre des morts de l'Égypte ancienne. C'est une phrase prononcée par un des dieux qui dit « Je me suis fabriqué à partir de la matière originelle que j'ai faite. » Donc je me suis, pour être plus clair, je me suis engendré moi-même à partir de la matière originelle que j'ai faite. C'est-à-dire typiquement un bootstrap. Et donc d'une certaine façon, si ce que je vais vous décrire vous convainc, eh bien tout simplement l'univers aura fonctionné un peu comme ce que dit ce Dieu-là. Alors, pour être concret, il faut que je vous donne quelques éléments qui caractérisent d'une part la relativité générale, qui est un des deux pivots, et d'autre part ensuite la théorie quantique des champs, pour que je vous montre ce qui, dans l'interface des deux, ce que
ce qui est la chose qui a pu être puisée par l'autre pour qu'en complément des deux, il puisse produire un effet comme celui que je viens de vous décrire. Alors, la relativité générale, c'est donc essentiellement la théorie, je vais aller vite là-dedans, c'est la théorie de la gravitation universelle telle que l'a formulée Einstein. Ou plutôt, pour être précis, la théorie de la relativité générale, c'est la première théorie de l'espace et du temps, il n'y en avait pas avant, au sein de laquelle la relativité générale trouve sa place naturelle. Alors, en deux mots, quelles sont les caractéristiques générales de la relativité, de la gravitation, qui a permis, évidemment avec beaucoup de simplification, à Einstein d'arriver à formuler sa nouvelle théorie, la théorie de la relativité générale, mais c'est que d'une part, la gravitation est une interaction qui est universelle, rien n'échappe à la gravitation, contrairement, c'est très important, à toutes les autres interactions. Si vous prenez l'interaction électrique, par exemple, il y a des particules positives, il y a des particules négatives vont charger d'électricité. Par conséquent, il y a des amalgames neutres qui sont insensibles à l'électricité. Il n'y a rien de tel pour la gravitation. Donc, tout est sensible à la gravitation. Et c'est ce qui fait, c'est la raison, que la gravitation, tout en étant et de loin l'interaction beaucoup plus faible que toutes les autres que je n'ai pas énumérées, les interactions intra-atomiques, l'électromagnétisme par exemple, c'est ce qui fait que tout en étant beaucoup plus faible, le fait qu'elle n'épargne personne, puisqu'elle est universelle, il n'y a pas de gravitation neutre, c'est elle qui prend le dessus lorsqu'il s'agit d'espace cosmologique ou d'espace astronomique, bref, aux grandes échelles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième caractéristique, je dirais, majeure pour ce qui va concerner Einstein et sa réflexion, c'est que tous les corps matériels se comportent de la même façon, de façon identique à l'intérieur du champ, sous l'effet du champ de gravitation. Bon, la chose est bien connue, l'expérience est connue depuis Galilée, la chute des corps qui lançait depuis le haut de la tour penchée de Pise, et qui chutaient et percutaient le sol de la même façon, quelle que soit leur masse, pourvu qu'on oublie le frottement de l'air. C'est pour ça qu'ils faisaient cette expérience, par exemple, avec des formes ayant des masses, avec des objets ayant des masses différentes, mais des formes identiques, pour que le frottement de l'air ne vienne pas perturber. Donc c'est une remarque absolument étonnante, c'est que tous les corps se comportent sous l'effet de la gravitation de la même façon. Alors, Einstein se dit, alors là je le paraphrase d'une façon très violente, et je m'en excuse, mais c'est pour ne pas partir dans des cheminements qui seraient totalement inutiles à ce niveau aussi. Il se dit, si tous les corps se comportent de la même façon, c'est que la chute des corps, par exemple, à la surface de la Terre, n'est pas le résultat d'une interaction entre ces corps et la Terre, c'est qu'il y a quelque chose de plus. Et si la gravitation n'est pas une interaction entre les corps, alors, si ce n'est pas dû au corps, c'est-à-dire au contenu de l'univers, il ne reste qu'une seule chose, c'est le contenant de l'univers. Et le contenant, c'est l'espace. Alors, à partir de maintenant, je devrais dire chaque fois l'espace-temps. Mais pour gagner du temps, je ne vais pas prononcer chaque fois le mot temps, le mot l'espace. Si dans une affirmation particulière, il n'y a vraiment que l'espace tout seul qui joue un rôle, alors je le dirai. Mais sinon, chaque fois que je dis l'espace, je sous-entends l'espace-temps. Einstein se dit donc que la gravitation n'est en rien une attraction, comme on le pensait jusqu'alors, entre les corps, mais c'est une interaction des corps avec l'espace. C'est-à-dire qu'il introduit, c'est une révolution de pensée absolument énorme, il introduit un nouveau concept, c'est-à-dire que de l'espace qui était jusqu'alors en physique classique, jusqu'à la relativité restreinte y compris, donc dans la physique newtonienne, la relativité restreinte, l'espace était un réceptacle tout à fait inerte, qui ne prenait pas part au jeu du reste. Toute la physique, quelle qu'elle soit, se déroulait sur ou dans cet espace, ça dépend de la manière dont on regarde, mais il comprend qu'en fait, et il a introduit ce concept, et c'est le concept magistral qui définit l'introduction de la relativité générale, c'est que l'espace devient un protagoniste actif
qui joue en tant qu'acteur physique, au même titre que tous les autres acteurs, et la gravitation n'exprime rien d'autre que l'interaction entre les corps matériels et cet espace-temps dynamique, les règles du jeu entre ces deux choses-là étant précisément gouvernées par ce qu'on appelle les équations d'Einstein. Parce qu'une chose est d'avoir une belle théorie, enfin une belle idée, je dirais, qualitative, imaginer que la gravitation puisse être due à une structure de l'espace et pas simplement à l'attraction des corps. Une autre est de pouvoir la rendre prédictive, c'est-à-dire d'établir des règles du jeu, c'est-à-dire des équations. Et Einstein écrit donc des équations mathématiques, peu importe leur structure ici, je ne vais pas m'étendre sur elles. Ce sont des équations simplement, comme on dit, non linéaires, parce qu'elles possèdent un effet de rétroaction. Équations qui caractérisent la manière dont l'espace et la matière qu'il contient réagissent les uns par rapport aux autres. Ou si vous voulez, pour donner une image, l'espace se comporte un peu comme une surface élastique, dont la rigidité d'ailleurs est très forte. Pour ceux qui sont au courant, cette rigidité n'est rien d'autre, elle est proportionnelle à l'inverse de la constante de gravitation universelle de Newton, et qui font que les corps qui se trouvent, les corps matériels qui sont dans l'espace, se trouvent en fait distribués sur cette surface, plutôt cet espace qui est dynamique, et étant distribués, provoquent des petites déformations aux endroits où ils se trouvent. Ça, c'est le cœur, disons, imagé de cette théorie-là. Chaque masse qui se trouve dans l'espace, puisque l'espace maintenant devient un acteur dynamique, se courbe sous l'effet de la présence de cette masse, et cette courbure, donc cette modification de l'espace due à la présence de cette masse, influence les autres masses qui, par exemple, vont passer dans son voisinage, mais les autres masses qui vont passer dans son voisinage ou qui sont éloignées produisent aussi de leur côté un effet du même genre, c'est-à-dire qu'elles provoquent des déformations, et c'est l'ensemble de ces déformations qui provoque ce jeu des masses entre elles, qui donne l'illusion qu'elles s'attirent gravitationnellement. En fait, elles sont complètement libres, elles ont des trajectoires qu'on appelle si vous voulez, c'est la généralisation des lignes droites dans l'espace euclidien. Dans l'espace ordinaire que vous connaissez, dans celui de la physique classique, lorsque vous lancez une petite bille, cette petite bille, si elle n'est soumise à aucune autre force, elle se balade en ligne droite. C'est la ligne de plus court chemin. C'est la ligne naturelle de propagation, le corps n'est soumis à aucune force. Eh bien, ça se généralise en relativité générale. Il se passe exactement la même chose. Et on peut dire que lorsque nous observons des trajectoires gravitationnelles, par exemple la trajectoire d'une planète autour du Soleil ou la trajectoire d'un objet qu'on lance, ces trajectoires, dont on a l'impression qu'elles sont provoquées par l'attraction, nous révèlent une propriété invisible pour nous, qui est simplement le fait qu'elle suit une ligne qui est une ligne de plus court chemin, mais non pas dans un espace plat, c'est pour ça que ce n'est pas une ligne droite pour nous, mais une ligne courbe. La courbure de l'espace est tendue, comme je l'ai dit, à l'interaction entre les masses qui se trouvent dans l'espace et ce nouvel acteur dynamique. Donc, l'essentiel, c'est qu'on a maintenant un nouvel acteur important et que toute la physique dorénavant se joue dans l'interaction de la matière, du rayonnement et de ce nouvel acteur. Voilà, ça c'est pour la relativité générale. Alors, quand on crée une nouvelle théorie, il faut évidemment que non seulement elle soit belle esthétiquement, ce qui est le cas pour Wittgenstein, qu'elle confirme tous les résultats qui étaient connus déjà auparavant dans la théorie de Newton, qui était la théorie classique de la gravitation. Elle ne peut pas contredire des résultats qui sont confirmés expérimentalement, et qu'elle prédise aussi quelques nouveaux résultats qui n'avaient pas pu être prouvés par la théorie de Newton. Je ne vais pas entrer dans le détail de ça, et au départ, de toute façon, ça a été dit, quand Einstein a créé
sa théorie dans les années 1915 à peu près, on avait très peu de connaissances du cosmos. Comme Dominique l'a bien dit, le cosmos c'était quelque chose de très limité. On pensait qu'il n'y avait qu'une seule galaxie, donc il n'était ni question d'expansion de l'univers, ni même d'autres questions. Et les seuls, disons, déboires, les seules choses que la théorie classique de Newton de la gravitation n'avait pas, où il y avait un petit problème, n'avait pas pu mettre au point, c'est par exemple, je ne vais pas entrer dans le détail de ça, un problème avec le périhélie de Mercure, qui ne se conformait pas aux prédictions newtoniennes, la déviation des rayons lumineux venant des astres lointains et passant près du Soleil. Bref, il y avait des petites choses, disons, comme ça, un ensemble de petites choses, que la théorie de Newton ne pouvait pas expliquer. Ce n'est bien entendu pas pour ça qu'il a fait sa théorie, mais l'important, c'est de s'assurer que la nouvelle théorie va non seulement confirmer tout ce qui était déjà connu et correct, mais aussi expliquer ce qui n'était pas. Et effectivement, il a fallu attendre un petit peu, parce qu'il y avait la guerre 14-18, on a pu faire des expériences en 1918, mais on a confirmé très clairement le problème de la déviation des rayons lumineux qui viennent de loin et qui frôlent le Soleil, qui sont déviés comme une masse serait déviée par le Soleil, et le problème du périhélie de Mercure qui a été réglé. Bien. Alors, donc ça c'est pour la relativité générale. Lorsque on a eu la relativité générale, en particulier Einstein d'emblée, et là je vais passer, pour des problèmes de temps et pour ne pas arriver à 3h15, le problème de la constante cosmologique. On peut s'en passer ici, ça a été un grand problème pour Einstein, qui est lié d'ailleurs au problème de l'expansion de l'univers qui a été mentionné déjà avant, donc je profite un peu de temps d'exposer. Au moment où Einstein crée la relativité générale, dans les premières années, pour lui, l'espace est statique, il est limité, comme je l'ai dit, et il n'y a pas de problème, c'est inenvisageable que l'univers soit en expansion. De toute façon, l'univers était limité simplement à une chose. Et puis les années passent, et donc je passe sous silence des choses qui ont d'ailleurs été dites, et arrive effectivement l'année 1929, Hubble, avec la confirmation expérimentale, ça c'est la première grande découverte expérimentale de ces années-là, l'univers est effectivement en expansion. Hubble, qui avait préalablement, 2 ans auparavant, en 1927, découvert que l'univers n'est pas limité à notre seule galaxie, mais qu'il y a d'autres galaxies, et que donc l'univers se compose d'un ensemble de galaxies, et maintenant il montre en plus que cet univers est en expansion. Et là, il y a eu un grand problème pour Einstein. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais laissez-moi simplement vous dire qu'il avait absolument tenu à ce que ces équations, les premières qu'il a écrites jusque-là, n'impliquent pas une expansion de l'espace, puisqu'il n'y croyait pas, puisque ce n'était pas confirmé par l'expérience. Et donc, il avait ajouté un terme dans ses équations pour bloquer ça. Et quand il a appris qu'effectivement, l'univers non seulement se composait d'autres galaxies, mais était en expansion, il s'est rendu compte qu'il avait mis un terme et il a dit « c'est la plus grande erreur de ma vie ». Parce que, imaginez, et lui le savait bien, s'il n'avait pas fait, s'il n'avait pas eu la possibilité, s'il n'avait pas mis ce terme, il aurait prédit théoriquement l'expansion de l'univers, ce qui aurait évidemment été énorme. Bien. Donc, la théorie de la relativité générale, que je vous ai esquissée ici, je suis prêt à vous répondre à d'autres questions concernant la théorie, si vous voulez, après, mais je ne voudrais pas trop me concentrer là-dessus, parce qu'il faut encore parler de l'autre théorie ensuite. La théorie de la relativité générale, elle se confirme bien, et elle s'adapte bien à tout ce qui est local. Elle explique les propriétés locales, les propriétés comme celles que je vous ai décrites. Et alors se pose un problème, puisqu'on a un nouvel acteur dynamique, qui est l'espace, mais l'espace tout entier, et maintenant on sait que l'univers est vaste, on sait qu'il est en expansion, se pose donc pour la première fois, pour Einstein et pour d'autres, le problème de l'origine. Jusque-là, il n'y avait pas vraiment, sauf pour des raisons qui ont déjà été exposées, et je dirais, de mon point de vue de physicien qui vous expose ceci, il n'y avait pas vraiment de problème d'origine, puisque l'univers était statique, il était immuable, il était limité,
Et donc, ça confortait plutôt Einstein dans une croyance qu'il avait. Mais à partir du moment où l'univers devient illimité, en tout cas énorme, qu'il contient beaucoup de galaxies, qu'il est en expansion, alors se pose réellement le problème de son origine. Et la question était, peut-on utiliser le formalisme, la nouvelle théorie introduite par Einstein, donc les équations de la relativité générale, pour non seulement répondre à toutes les questions dont j'ai déjà parlé, les questions locales, mais essayer de découvrir ou d'avoir des indications, des informations sur l'origine de l'univers. Alors, comment faire? Et c'est là que pour la première fois, puisque jusqu'alors tout marchait, la théorie va tomber sur un os. Et quel est cet os? Il est le suivant. Comment, en gros, comment utiliser les équations d'Einstein? Ce sont donc des équations, je ne vais pas entrer dans le détail mathématique, ce sont des équations non linéaires parce qu'il y a un effet de rétroaction. Là n'est pas le problème, puisque ce que je vais vous expliquer est indépendant même de la façon dont on essaie de résoudre ces équations. Où est le problème? Comment imaginer, essayer de découvrir quelle est l'origine de l'univers? Eh bien, simplement en regardant des équations que l'on a et en faisant marcher, si vous voulez, la machine du temps vers l'arrière. C'est-à-dire en regardant, en suivant ce que disent les équations, ce qui se passe du milieu qu'elles décrivent, donc du milieu cosmologique, lorsqu'on regarde le temps qui file vers l'arrière. Bref, on analyse la situation à rebroussement, si vous voulez. C'est comme si on projetait le film de l'évolution de l'univers, puisque maintenant on sait qu'il est évolutif, mais en le projetant vers l'arrière, et en se posant la question, à quoi va-t-on aboutir? Eh bien, on aboutit dans tous les cas de figure, c'est-à-dire quelles que soient les hypothèses qu'on fait, parce qu'on peut toujours faire des hypothèses sur les conditions initiales, sur la manière dont on fait le calcul, etc. Quelle que soit, et ça c'est le point important à retenir, quelle que soit la manière dont on fait l'analyse de la situation, c'est-à-dire dont on regarde comment les choses se passent lorsqu'on regarde vers l'arrière du temps, donc à rebrousse-temps, l'évolution, donc on a un univers à ce moment-là qui est en contraction, puisque c'est l'expansion vue à l'envers, de plus en plus, on arrive, quelles que soient les conditions, à un infini de toutes les grandeurs simultanément. C'est ce qu'on appelle une singularité. Et même dans ce cas-là, elle est essentielle. C'est-à-dire que toutes les grandeurs, dans un passé fini, deviennent simultanément infinies. Les grandeurs géométriques d'une part, la courbure, par exemple, de l'espace-temps, comme j'ai dit, enfin, de l'espace, et toutes les quantités physiques, la densité de la matière, la température, la pression. Donc, au même moment, dans un passé fini, et quelle que soit la façon dont on fait le calcul, on arrive toujours dans un passé fini à un moment où tout devient singulier. Et on sait bien, les physiciens savent bien, que quand on arrive à une situation de cet ordre-là, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Il y a quelque chose, il y a Henri Souroche, je crois ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. À la limite, il y a des tas de théories, et ça les physiciens savent bien aussi, dans lesquelles on peut rencontrer un paramètre qui devient infini, alors on sait comment le traiter. Mais une situation dans laquelle tous les paramètres deviennent simultanément infinis révèle certainement un accident. Donc on arrive, lorsqu'on cherche à comprendre l'origine de l'univers, en se basant uniquement sur la relativité générale, qui pourtant est très riche. Je ne vous en ai pas décrit toute la richesse, mais la seule petite partie que je vous ai transmise vous montre déjà que c'est une théorie très riche, puisqu'elle décrit les rapports entre le contenant et le contenu. On arrive à un accident. Je fais uniquement une petite parenthèse, je reviens momentanément en arrière, mais je vais revenir à ce point de détail. Je voudrais dire une chose quand même qui n'est pas toujours assez soulignée, d'extraordinaire pour les équations, pour la vision einsteinienne de la relativité générale, c'est que jusqu'à la relativité générale, comme je vous avais dit, l'espace-temps d'ailleurs, était un simple élément de référence inerte. Et depuis les Grecs d'ailleurs, la géométrie naturelle que l'on utilisait pour faire la physique, comme pour faire les mathématiques, c'était la géométrie d'Euclide. Il n'y a pas de raison d'utiliser une géométrie plus compliquée. Et voilà que, avec la relativité générale, avec l'apparition de cet espace courbé, comme je vous l'ai expliqué, courbé d'une façon qui est liée à la manière dont les masses sont distribuées dans cet univers,
on obtient une géométrie qui est impliquée par la théorie elle-même. C'est-à-dire que c'est la théorie elle-même qui implique la géométrie que l'on peut utiliser, contrairement à tout ce qui se passait avant. Donc, d'une certaine façon, et c'est important, la relativité générale correspond à une physicalisation de la géométrie. Jusque-là, l'homme pouvait introduire, et c'était des géomètres ou des physiciens, pouvaient introduire la géométrie qu'ils voulaient, la géométrie euclidienne, c'était la plus simple, il n'y avait pas de raison de ne pas l'introduire. Et à partir d'Einstein, la géométrie qui est utilisée pour décrire des circonstances locales ou des circonstances globales est une géométrie qui est imposée par les équations elles-mêmes. C'est pour ça que j'utilise le terme de physicalisation de la géométrie. Bon, je reviens à l'accident concernant l'origine, puisqu'on s'intéresse à l'origine. Alors, on a donc quelque chose qui représente si vous voulez, comment dire, un infini qu'on ne peut pas éviter. Donc c'est un accident majeur. Et l'origine de cet accident, à partir du moment où on sait qu'il est majeur, à partir du moment où on sait qu'on ne peut pas l'éviter, il faut naturellement en rechercher la raison. Alors la raison, elle est relativement simple à comprendre, et c'est là qu'on pourra faire le lien avec l'autre théorie dont j'ai parlé. Lorsque vous faites l'opération de pensée que je vous ai décrite, c'est la manière la plus simple de comprendre pourquoi, quelle que soit la manière mathématique dont on va procéder, on va toujours aboutir à cet événement singulier, c'est-à-dire toutes les grandeurs qui viennent simultanément à l'infini. Lorsqu'on fait ce calcul, donc on n'est vraiment pas quand je dis... Encore plus. Ne me dites pas que vous n'avez rien entendu jusqu'à présent. Bon. Alors je recommence. Mais vous allez voir, je peux commencer par la fin, parce que justement, on va arriver à une situation où la fin et le début vont se coalescer. Alors, l'origine de la singularité dont j'ai parlé, de cet infini, de cet accident mathématique. Donc, tout se passe pour le moment, si on laissait les choses en l'état, comme si l'histoire de l'univers avait commencé par une singularité mathématique, par un point qui se trouve d'ailleurs automatiquement hors de la théorie. Il est important de comprendre que c'est non seulement une singularité mathématique, qui au tout devient infini, mais automatiquement ce point, ce moment et ce point, ça c'est l'espace et le temps, se met de lui-même en dehors de la théorie. Et donc tout commence par cela. Alors l'origine, c'est simplement le fait qu'il manque une chose pour compléter la théorie de la relativité générale, s'il y avait moyen, mais ça n'avait pas été fait jusqu'alors, c'est quelle est l'origine de la matière qui se trouve dans l'univers. Parce que lorsqu'on donne des explications, même succinctes, comme celles que je vous ai données, on parle de l'espace, on parle du lien entre la matière et l'espace, mais il y a une chose qui est donnée a priori, dont on n'explique pas d'où elle vient, qui est la matière qui est contenue dans cet espace. Autrement dit, cette matière, le contenu matériel de l'espace, il est là une fois pour toutes. Il est donné là en totalité. Il n'y a, pour dire encore plus précisément, il n'y a dans la théorie, telle que je l'ai menée jusqu'à présent, aucune possibilité ni de annihiler la matière, ni de la créer. Donc sa quantité totale est constante. Alors imaginez, c'est pas le micro, bon, ça me fait rien, je continue. Puisque la totalité de la matière qui se trouve dans le modèle que j'ai décrit, enfin, dans l'univers tel que je l'ai décrit, pour lequel on cherche l'origine, est donnée une fois pour toutes. Lorsqu'on fait ce retour en arrière dans le temps pour essayer de comprendre ce que c'est que l'origine, c'est-à-dire lorsqu'on projette l'image à rebrousse-temps, si vous voulez, et puisque l'univers est en expansion, forcément, on a une image d'un univers en contraction progressive. Mais puisque la matière, elle est donnée une fois pour toutes,
la matière dans chaque volume que vous pouvez imaginer de cet espace. Donc, vous centrez votre attention, vous imaginez cet espace qui est en contraction progressive, dans l'image que j'ai donnée, dans ce retour en arrière mathématique, et vous centrez votre attention sur n'importe quel volume. Ce volume en tant que tel, il est aussi en contraction, puisque tout l'espace se concentre à cause de cette manipulation de retour en arrière dans le temps. Et donc, toute la matière qu'à un moment donné il contient, ce volume pris au hasard dans l'univers, continue à s'y retrouver. Mais le volume, lui, devient de plus en plus petit. Et si dans un passé fini, ce qui est le cas, ce volume tend vers zéro, et qu'il contient une quantité de matière qui, elle, reste ce qu'elle est, c'est-à-dire constante, et forcément, on a infini pour la densité. La densité devient infinie, puisque la densité, c'est le rapport entre la quantité de matière et le volume qui la contient. Et comme dans les équations d'Einstein, la densité de matière, c'est un des paramètres de ces équations, est liée à la courbure. Et puisque la courbure est liée à la température, tous ces paramètres sont liés entre eux, précisément par la richesse des équations d'Einstein. Cet infini-là implique que tous les autres sont infinis. Et bref, voilà l'explication de l'origine de cette singularité. Donc, ce n'est pas un défaut de la théorie, ce n'est pas une erreur de la théorie, c'est un manque dans la théorie, c'est-à-dire l'impossibilité, telle qu'elle est formulée jusque-là, la relativité générale pure, de donner une explication quant à la présence de la masse qui se trouve décrite. Et tant qu'on ne touchera pas à cela, naturellement, on ne pourra pas éviter ce point singulier, ce qu'on appelle la singularité essentielle, et qui a été appelé par moments à ce moment-là, mais je ne vais peut-être pas trop introduire le mot de Big Bang, parce qu'aujourd'hui, le mot Big Bang désigne aussi autre chose, peu importe. Il y a cette singularité initiale qui est due, donc, il y a là, les physiciens se sont beaucoup évidemment à ce moment-là posé la question, que faire? Doit-on abandonner? Et ils se sont, si vous voulez, ils étaient face à une situation qu'on peut appeler un aveu d'impuissance. Ils ne pouvaient rien faire, sinon éventuellement imaginer un processus qui fasse apparaître la matière, qui explique plutôt la présence de la matière dans l'univers, tout comme le reste est expliqué. Donc une théorie plus vaste qui expliquerait à la fois je ne sais pas si c'est moi qui réponds. Donc, une théorie plus vaste qui impliquerait non seulement tout ce que j'ai dit, mais qui impliquerait aussi la possibilité de comprendre la création de matière, création et destruction de matière, et qui pourrait se combiner avec la théorie de la relativité générale, de telle sorte à évidemment éviter ce que je viens de vous dire. Mais il y a une théorie qui était toute faite, et cette théorie, c'est la théorie quantique des champs. Alors, la théorie quantique des champs, alors, pour les puristes, si je peux dire, il y a la théorie quantique, ça c'est la première version, c'est la théorie quantique essentiellement concernant les particules, qu'on a généralisée, c'est la théorie la plus générale, qui est, disons, la bonne théorie, pour utiliser des mots comme bon et mauvais, actuels, qui est la théorie quantique des champs. Les particules n'étant que des états excités des champs. Donc, si vous voulez, l'objet ontologique maintenant, ce ne sont plus les particules, ce sont les champs eux-mêmes. Et les particules ne sont que des aspects des excitations des champs. Je vous en donne une image, comme ça vous aurez une image, c'est les photons et le champ électromagnétique. Les photons, voilà, ce sont des excitations du champ électromagnétique. Donc, je parlerai de théorie quantique des champs, c'est-à-dire la théorie qui régit ces théories-là. Eh bien, la théorie quantique des champs est une théorie qui possède précisément la possibilité, et c'est même un phénomène qui se produit constamment, de production et d'annihilation de particules et de matière en général. Donc c'est le lieu théorique tout, disons, à portée de main, qui, s'il pouvait être combiné avec la relativité générale, pourrait éventuellement, précisément, annihiler ce qui faisait qu'on rencontrait cette singularité, c'est-à-dire la masse constante qui s'y trouvait. Alors, je dois vous dire un petit mot de la théorie quantique des champs, parce que c'est une théorie qui a des bases conceptuelles totalement différentes dans la relativité générale. Et je vous avais bien précisé au début, vous allez voir que ça va réapparaître, que ce qui est extraordinaire, c'est que les deux théories qui vont se donner un coup de main, si vous voulez, sont deux théories vraiment concernant deux domaines distincts et qui sont surtout construites sur des bases théoriques distinctes. Alors,
Qu'est-ce que c'est que la théorie quantique des champs? Alors, pour être simple, comme nous ne savons pas très bien, quand nous parlons du monde microscopique, nous n'avons pas vraiment de langage qui soit, je parle de notre langage, et donc de notre langage descriptif, nous n'avons pas de langage descriptif qui soit a priori approprié à ce monde. Donc, et ce monde n'est pas, c'est très important, une réduction à petite échelle du monde macroscopique que l'on connaît. Ce n'est pas, par exemple, des planètes qui tournent autour du Soleil, qui vont donner lieu à l'image d'un atome, etc., etc. Ce monde n'est en aucune manière une réduction à petite échelle du monde tel que nous le connaissons. Mais nous ne connaissons pas, a priori, de langage autre que celui que nous utilisons, notre langage intuitif que nous avons appris pour décrire notre monde. C'est-à-dire un langage qui contient des notions comme la position, la vitesse, le temps, la durée de temps, l'énergie. Nous sommes façonnés ainsi et nous posons alors des questions au monde microscopique. Je dis les choses de façon un peu anthropomorphe, mais c'est la meilleure façon de le dire ici. Lorsque nous lui posons des questions, lorsque nous essayons de comprendre son comportement et les choses bizarres qui paraissent, nous posons des questions en nos termes. C'est-à-dire nous demandons où, quand, comment, quelle position, quelle distance, etc., etc. Mais ce monde n'étant pas une réduction à petite échelle, à l'échelle microscopique de notre monde à nous, ce langage, dirais-je d'une façon anthropomorphe, n'est pas un langage qui lui convient naturellement. Alors ce monde, là, excusez-moi de rester encore anthropomorphe, mais enfin, c'est ça qui se passe dans la vérité, même si l'image est assez plutôt centrée sur nous-mêmes en disant ça. Ce monde se dit, bon, il insiste, le physicien, à me poser des questions dans son langage à lui, qui ne me convient pas. Eh bien, ok, je vais jouer le jeu, je vais lui répondre, mais je vais lui faire payer un prix pour cela, et ce prix, ça sera des indéterminations sur mes réponses. Ce seront les fameuses relations d'indétermination de Heisenberg. On a dit longtemps des relations d'incertitude. Pour être plus concret, éventuellement on peut revenir là-dessus par la suite, c'est vraiment des relations d'indétermination. C'est-à-dire qu'il va nous répondre dans un langage qui répond à nos questions, mais où il y aura toujours un flou, qu'on va appeler d'ailleurs le flou quantique. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple, en physique classique, je peux poser naturellement la question, cette bouteille qui se trouve ici, elle est là, et si elle est là, elle n'est pas là, elle est ici. En mécanique, en théorie quantique des champs, cette même question, à propos évidemment d'une particule qui fasse partie de ce monde, va recevoir comme réponse, à cause des relations d'indétermination, eh bien la particule se trouve un peu ici, et un peu là, et un peu là, etc., etc. Donc les réponses ne seront pas toujours uniformes, il y a une indétermination. Et donc le petit jeu se fait entre ce monde-là et nos questions. Ou si vous voulez, combien ce que nous comprenons des choses, je parle ici de notre compréhension du monde microscopique, dépend de notre manière de parler de ces choses et de la manière dont nous préconcevons ces choses. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe là. Ou si vous voulez dire encore autrement, parce que ce sont les deux concepts maintenant centraux qui vont jouer un rôle majeur, qui sont la position, la vitesse et le temps. Les grandeurs du monde microscopique, comme la position et le temps et la vitesse, sont des expressions de notre façon de parler et pas des expressions qui sont propres à ce monde. Ça vient simplement dire d'une autre façon ce que j'avais déjà dit. Et donc, cette théorie quantique des champs, qui est donc la théorie essentielle actuellement qui décrit le monde microscopique, à toutes les échelles du monde microscopique, atomique, subatomique et encore, si vous voulez, plus petit, peu importe, est un monde dans lequel il y a deux types d'indétermination, qu'on appelle les relations, c'est Heisenberg, les relations d'indétermination de la position et les relations d'indétermination de la vitesse. Position-vitesse, et ça c'est position-vitesse, c'est une relation d'indétermination, et une autre relation, les deux vont jouer, je vais essayer d'aller vite et de faire jouer les deux simultanément, ça sera la relation temps-énergie.
Donc je commence par la première, la relation d'indétermination position-vitesse, et gardez bien à l'esprit ce que je vous ai dit, qui résulte de notre insistance à parler du monde en termes de position et de vitesse, et sa manière. Mais maintenant nous sommes habitués, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il nous dit, bon, je te réponds, mais tu as un prix à payer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce prix est quantifié, c'est-à-dire qu'il y a une grandeur fondamentale, je ne vais pas l'utiliser, mais je vous dis pour que le mot ne vous échappe pas, qui s'appelle la constante de Planck. Il y a une grandeur fondamentale qui, disons, caractérise le degré d'incertitude que l'on a. Et donc les physiciens savent très bien ce qu'ils font. Quand ils posent une question, bien sûr, ils reçoivent des réponses avec des incertitudes, mais ils connaissent le degré de ces incertitudes parce que ce monde microscopique a été suffisamment gentil que pour calibrer une certaine constante, il nous dit ce degré d'incertitude. Alors, parlons d'abord de la relation, parce que c'est une chose qui caractérise très très finement ce monde microscopique, de la relation d'incertitude, position, vitesse. Cette relation dit la chose suivante. Plus on connaît, au sens où je l'ai décrit tout à l'heure, la position d'une particule par exemple, et moins on connaît sa vitesse. Plus on connaît sa vitesse, moins on connaît sa position. Ce qui veut dire qu'on ne peut jamais connaître simultanément, et ça c'est le point essentiel, et la position et la vitesse. En d'autres termes, un objet ne peut pas être au repos, en théorie quantique des champs, c'est-à-dire dans le monde microscopique. Pourquoi ? Mais parce que s'il était au repos, il serait en une position bien déterminée, avec une vitesse bien déterminée, nulle, et ça c'est exclu par ces relations d'indétermination. Donc une caractéristique majeure de ce monde est son caractère fluctuant. Rien, le repos maximal, si vous voulez, c'est quelque chose, une situation dans laquelle subsiste encore une mouvance résiduelle. Alors, vous voyez tout de suite poindre à l'horizon, à vous-même. Je sais bien que vous l'entrevoyez même avant que je vous décrive. Je vous ai dit que le vide classique, tout au début de l'exposé, c'est l'absence de toute chose. C'est en particulier le repos, enfin, c'est la chose minimale. Mais ça, c'est inaccessible à ce monde quantique-là. Pensez à la relation que je viens de décrire. Puisqu'un objet ne peut pas être complètement au repos, ça veut dire que pour une particule, par exemple, il reste toujours une petite mouvance résiduelle, une petite vibration résiduelle, la plus petite possible. Ce monde peut minimiser l'écart, mais il ne peut pas le ramener à zéro. Si vous avez par exemple en mécanique classique un pendule, une petite corde avec une boule au bout, vous pouvez dire l'état le plus figé de ce pendule, le plus au repos, c'est celui où le pendule ne bouge pas. Mais en mécanique quantique, en théorie quantique des champs, ce n'est pas le cas. L'état le plus figé est un état où il y a encore un petit mouvement résiduel, précisément à cause de ce que je vous ai dit. Eh bien, cette quantité résiduelle, cette petite fluctuation résiduelle d'une particule ou de ce pendule, c'est ce qu'on appelle le vide du système. Si vous voulez, c'est ce qui reste quand on a enlevé tout ce qu'on pouvait enlever. Mais si en mécanique classique, quand on enlève tout ce qu'on peut enlever, on enlève vraiment tout, ou on met tout à zéro, en théorie quantique des champs, on ne peut pas, pour les raisons que je vous ai dites. Donc pour chaque système, il existe une énergie la plus basse, mais qui est non nulle, à cause des fluctuations résiduelles dues à ces relations d'indétermination. Et c'est ainsi que, pour un champ, un champ, pensez au champ électromagnétique par exemple, mais il y a toutes sortes de champs. Il y a le champ de l'électron, donc ce sont des plus vastes quantités. Ce que j'ai dit pour un oscillateur qui continue à osciller, vaut pour un champ. Un champ ne peut pas être au repos, comme la surface de l'eau d'une piscine lorsqu'il n'y a pas de vent et qui pourrait être complètement plane, et on pourrait dire, ah voilà, elle est arrivée à son minimum d'énergie, elle ne bouge plus, c'est son vide. S'il s'agit d'une piscine quantique, eh bien la surface de l'eau, inévitablement, continuera à avoir des petites fluctuations inamovibles. C'est l'énergie la plus basse qu'elle peut atteindre, c'est l'énergie du vide. Donc, chaque champ possède une énergie du vide qui est caractérisée par ces fluctuations. Et vient là-dessus maintenant la deuxième relation, il n'y en aura pas plus que deux, vient maintenant la deuxième relation d'indétermination, très très importante, qui est la relation temps-énergie. Alors, cette relation-là, elle explique ceci. C'est que plus le temps d'observation d'un phénomène, ou le temps de vie d'un phénomène, le temps de vie, par exemple, de particules élémentaires,
est long, et moins on connaît l'énergie de la particule, et vice-versa. C'est-à-dire que je peux associer, donc c'est une relation qui est, si vous voulez, qui fait un peu miroir avec celle que j'ai décrite tout à l'heure, mais qui se déroule maintenant entre le temps d'observation de vide et l'énergie de ce qui est observé. Et ça implique, évidemment, que les fluctuations du champ, dans le vide du champ, dans ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf ce qu'on ne peut pas enlever quantiquement, c'est-à-dire ces fluctuations, on les appelle les fluctuations quantiques du vide, eh bien, ces fluctuations quantiques du vide sont porteuses d'énergie. Mais cette énergie-là, elle a les mêmes caractéristiques qu'une particule élémentaire, celle qui sera associée à ce champ, qu'un photon, qu'un électron, etc. Mais comme elle n'a pas assez d'énergie, comme c'est très momentané, c'est plus court, ces oscillations du vide, que le temps de vie véritable d'une particule. Par exemple, si c'est un champ d'électrons, c'est en général plus court que le temps de vie d'un électron. Donc ce sont des fluctuations, elles sont énergétiquement présentes, mais ce ne sont pas des vraies particules. Et pourtant, elles en possèdent des caractéristiques. On appelle ça des particules virtuelles. Ce sont des particules qu'on ne peut pas éliminer par construction, par tout ce que je vous ai dit, qui sont là toujours, qui jouent un peu le rôle de matière en devenir éventuellement, de promesses de particules, ce ne sont pas des vraies particules, qui ont toutes sortes de caractéristiques qui ressemblent aux particules, mais ce ne sont pas des vraies particules. Et comment le phénomène se passe-t-il alors? Eh bien, en continu, puisque le champ est continuellement fluctuant, vous avez en chaque point des paires de particules et antiparticules qui surgissent du vide, mais qui se réaniment immédiatement pendant un laps de temps, le temps de cet aller-retour, de l'émergence plus la réanimation, ne dépasse pas le temps qui est autorisé par la relation d'incertitude, d'indétermination d'Heisenberg. Donc, non seulement vous avez que le monde est fluctuant, vous avez que dans l'état le plus figé possible, le vide du champ, vous avez en permanence des fluctuations, que ces fluctuations se comportent comme des particules, mais ce ne sont pas des vraies particules, dans la mesure où à peine surgit du néant, elles subissent le sort funeste de devoir se réannihiler. C'est pour ça qu'elles sortent par couple, elles vivent un certain temps, trop court, et elles se réannihilent. Donc, en principe, c'est une situation intéressante, mais on ne peut, a priori, rien faire de cela. Donc l'idée serait, peut-on, et je pense évidemment à la première chose que j'ai décrite tout à l'heure, l'absence, plutôt l'impossibilité de ne pas considérer la matière au moment où on regarde, où on recherche le début de l'univers et on tombait sur cet infini parce que la matière ne pouvait pas être éliminée. Ici, on se trouve dans la situation où on a cette possibilité d'émergence de matière, donc on peut penser déjà à une création ultérieure, mais pour pouvoir le faire, il faudrait pouvoir interagir avec ce milieu. Et comment interagir? Mais puisque les particules virtuelles sont des objets qui émanent, surgissent et se réannihilent tout aussi peu dans un laps de temps extrêmement bref, et lorsqu'elles font ça, entre parenthèses, c'est comme tout se passe du point de vue de l'énergie, comme si elles empruntaient au vide l'énergie nécessaire pour qu'elles fassent ce petit aller-retour, mais en revenant, en se réannihilant, elles remboursent cette énergie. Donc, si vous voulez, il y a une fluctuation du point de vue de l'énergie, il y a ce monde qui est fluctuant, vous avez le vide quantique, on aimerait bien en faire quelque chose. Et a priori, ça semble foutu. Sauf si on injecte de l'énergie de l'extérieur du champ. Et ça se fait en laboratoire. Je ne vais pas entrer dans le détail de ça. Il y a de nombreuses expériences qui se font naturellement, qui se passent dans le laboratoire, etc. Dans le voisinage des noyaux lourds, dans toutes sortes de configurations où on a un vide et où on injecte de l'énergie de l'extérieur, parce qu'il y a toujours un extérieur à la situation, et on voit apparaître brusquement des flots de particules qui n'y étaient pas avant, et qui sont simplement les particules qui étaient virtuelles, qui ont reçu de l'énergie de l'extérieur
et qui ont pu alors se débarrasser de ce sort funeste de devoir se réaliser et qui peuvent, hurrah, exister en tant que vraies particules. Enfin, je dis hurrah, je ne sais pas si elles préféraient être dans le vide ou vraiment vide. Mais vous voyez, dans l'exemple que je viens de vous donner, il s'agit de systèmes bien déterminés qui ont un extérieur et à partir de cet extérieur, on peut livrer de l'énergie au vide et ainsi aider les particules virtuelles à se matérialiser, à entrer dans le monde réel. Donc à quitter leur virtualité en prenant l'énergie qu'on leur apporte de l'extérieur et en devenant des particules réelles. Est-ce qu'on pourrait imaginer un système du même type en physique lorsqu'on considère l'espace tout entier et la situation que je vous ai décrite tout à l'heure et les champs qui sont quantiques? Est-ce qu'on pourrait imaginer un processus du même genre? Alors, on se dit a priori c'est foutu. Non. Pourquoi? Parce que l'univers, par définition, c'est tout. Il n'y a pas d'extérieur. Enfin, il contient, s'il y a un extérieur, il le contient, je veux dire, c'est la totalité. Donc il n'y a pas a priori, comme dans toutes les expériences locales qu'on peut faire, des extérieurs, on peut aller puiser de l'énergie. Parce que tout extérieur est dedans, est dans l'univers. Donc ça semble foutu. Eh bien, c'est là qu'il y a une chose extraordinaire qui apparaît, c'est que on n'a pas parlé en détail d'une caractéristique qui est l'expansion de l'univers. Si, je l'ai mentionné, on sait que l'univers est en expansion, mais je n'ai pas dit que se passe-t-il en fait lorsque l'univers est en expansion de ces champs quantiques qui sont là, dans leur vide quantique, et qui accompagnent l'univers dans son expansion. Parce que quand l'univers s'étend et il entraîne tout dans son expansion, y compris les choses quantiques qui sont dans les états de vide. Eh bien, ce qui se passe en fait, c'est que lorsque l'univers s'étend, il y a de l'énergie qui est apportée par l'expansion elle-même et qui est apportée alors aux fluctuations quantiques du vide et qui permet alors aux particules qui se trouvent dans ce vide de se matérialiser et de devenir des vraies particules. En d'autres termes, l'énergie positive, parce que c'est une énergie positive, qui est associée à l'expansion de l'univers, peut être utilisée par les particules virtuelles qui caractérisent le vide qui se trouve, pour que ces particules virtuelles acquièrent un caractère de réalité et deviennent des vraies particules. En d'autres termes, ça permet au vide quantique des différents champs qui se trouvent dans l'univers en expansion de se matérialiser, donc de faire apparaître de la matière à cause ou grâce à l'expansion. C'est donc un phénomène, c'est là que se joue le face-à-face des deux théories. Je vous avais dit que ces deux théories, relativité générale d'une part et théorie quantique des champs, allaient s'épauler d'une façon extraordinaire pour justement combler ce que l'autre ne peut pas faire. Et là, c'est ce qui se passe ici. Parce que vous voyez bien que les fondements théoriques de ces deux théories sont complètement différents. Je ne vais pas répéter pourquoi, c'est évident. Et elles trouvent juste la possibilité, enfin, les physiciens ont vu qu'elles trouvent juste la possibilité, et se sont donc posé la question essentielle, on approche du bout, question essentielle, peut-on imaginer utiliser l'énergie absorbée, donnée par l'expansion, au monde microscopique, au monde quantique qui se trouve dans l'univers, pour matérialiser les virtualités qui s'y trouvent et faire apparaître de la matière. Bref, est-ce qu'on peut imaginer en résumé que l'expansion va produire de la matière? On aurait alors résolu une partie du chemin. Mais est-ce possible d'une part? Et pour quelles raisons est-ce que ça se produirait? Non, c'est de nouveau la même chose que tout au début avec les équations d'Einstein. L'image est belle, mais encore faut-il voir si elle peut correspondre à une réalité et si tout est cohérent. Et pour voir si tout est cohérent, alors il faut poser le problème d'une façon mathématique, c'est ce que les physiciens ont fait, c'est-à-dire en mettant toutes les relations qui caractérisent d'une part l'expansion de l'univers, qui caractérisent d'autre part la structure d'un champ quantique. Bref, aligner toutes ces relations et voir si mathématiquement il existe une cohérence et une possibilité de solution. Solution qui permettrait donc à un univers vide en expansion de s'abreuver de matière en utilisant l'énergie du vide pour matérialiser ces particules virtuelles.
Et la réponse qu'on en avait obtenue nous a vraiment stupéfiés. On n'est pas les seuls, il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. C'est que non seulement il existe une solution, mais cette solution est exacte et est unique et répond à la bonne question. Alors ça, c'est vraiment un coup de bol, comme on dit. Ou alors c'est de l'intuition qui avait été bien gérée. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est effectivement, on peut montrer que lorsque vous avez un vide quantique, par exemple d'un champ d'électrons, ou d'un autre champ matériel, ou d'un champ électromagnétique, peu importe, qui est en expansion, alors l'énergie puisée dans l'expansion vient effectivement et donnée parcimonieusement aux particules virtuelles qui se trouvent dans cet espace et les rendre réelles. Si vous voulez, ça veut dire que lorsqu'il n'y avait pas cette possibilité, lorsque j'étais dans le strict cadre de la théorie quantique, je vous avais dit, les particules virtuelles sont virtuelles parce que le temps de leur existence éphémère, elles empruntent de l'énergie, mais elles sont obligées de leur rembourser. C'est un prêt énergétique. Alors qu'ici, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur, de l'expansion, qui comble, qui assume ce prêt, si vous voulez, qui rembourse ce prêt à leur place et leur permet de continuer d'exister. Le problème n'est pas tout à fait fini. On s'approche de la fin. C'est pas bon. Bon. Non, mais je termine presque. Le problème qui restait, c'était de savoir est-ce que, oui ou non, il y a des raisons pour lesquelles tout ça se produit. Non seulement les équations sont cohérentes, non seulement il y a le processus, il y a une solution unique, etc., mais il faut encore trouver une bonne raison pour laquelle ça se produit. Par exemple, pourquoi l'expansion? Parce qu'on veut tout expliquer ici dedans. Et c'est là que je veux rejoindre quelque chose que j'ai dit tout au début. On veut expliquer non seulement un univers qui démarre sans la singularité initiale, sans ce qu'on a appelé, disons, momentanément le Big Bang, où de la matière est produite, mais tout ça est tributaire de l'existence de l'expansion. Maintenant, pourquoi l'expansion? Alors ça, c'est lié, alors j'ai peu de temps pour vous le dire, mais ça c'est essentiel, à une propriété essentielle et intrinsèque du vide quantique. Le vide quantique n'est pas une substance, on peut l'appeler une substance, n'est pas une substance comme les autres. C'est une substance qui a un effet propre antigravitationnel. C'est-à-dire que le vide quantique a tendance à spontanément s'étendre. N'importe quelle autre matière a tendance à s'attirer, les particules les unes des autres s'attirent, alors que le vide, lui, a tendance à s'étendre. Et ça, c'est pour une seule et bonne raison, c'est que le vide, par définition, comme je vous l'ai dit, c'est l'état, quel que soit le type de vide, c'est l'état de plus basse énergie qui soit. Lorsque le vide augmente de volume, imaginez un vide, une situation vide dans un volume qui augmente. Lorsque ce volume augmente, le vide suit ce volume, mais il garde toujours la même densité d'énergie, la même énergie par unité de volume, tout simplement parce que par définition quantique, c'est l'énergie la plus basse, donc elle ne peut pas descendre plus bas. Donc la grande différence entre, je prends cet exemple-là parce qu'il illustre bien, la grande différence entre n'importe quel milieu matériel et le milieu du vide, entre la nature de leurs énergies, c'est que si vous prenez le milieu matériel dans un volume donné, par exemple un gaz, peu importe lequel, et que vous augmentez le volume de ce milieu, alors la densité, c'est-à-dire la quantité de gaz par unité de volume diminue, puisque le volume total augmente et la quantité de gaz reste constante, alors que si vous mettez dedans du vide quantique, et que vous faites la même opération, eh bien la densité reste égale. Et pourquoi est-ce qu'elle reste égale? Parce que par définition, c'est le vide quantique, donc c'est l'état de plus basse énergie possible, donc elle ne peut pas descendre en dessous de ça. Donc ce sont les caractéristiques quantiques qui font que le vide possède cette propriété. Et c'est à cause de cette propriété-là que le vide, contrairement à toutes les autres matières, a tendance à spontanément s'étendre. Et du coup, voilà l'histoire cosmologique qu'on a imaginée, et bien entendu traitée mathématiquement, etc. Au début, je raconte ça, enfin, disons comme une histoire, au début était le vide quantique. Imaginez, acceptez l'idée, on commence par le vide quantique. Ce vide quantique, il s'étend. C'est un seul possible, il s'étend naturellement.
Mais s'étendant, il commence à produire de la matière par le processus que je vous ai dit, produire de la matière à partir de champs, peu importe lesquels. Il y a donc une expansion du vide. Je dis, faisons comme si tout commence par là. Donc on part du vide, le vide s'étend, il y a de la matière qui est produite, et on peut montrer que ce régime-là dure un certain temps, pour certaines raisons, et que cette phase-là, la nature de cette expansion est ce qu'on appelle inflatoire. C'est-à-dire c'est le régime d'inflation dont par ailleurs on a besoin en physique, même sans considérer ce modèle-là, pour résoudre des tas d'énigmes qui apparaissent en cosmologie. Et ça, on est sûr actuellement que les débuts de la cosmologie, les débuts de ce qui s'est passé dans l'univers, quel que soit le modèle qu'on fait, a commencé par une courte phase d'expansion inflatoire, c'est-à-dire exponentielle, c'est-à-dire qui est démesurée par rapport à toutes les expansions que nous connaissons. C'est ce qui guérit, disons, toutes les maladies des systèmes cosmologiques. Et ici, si vous commencez avec un modèle qui est le vide pur, spontanément il s'étend, donc il explique l'expansion, et il s'étend de manière inflatoire, et il produit de la matière. Donc c'est la phase de production, c'est la phase du démarrage de l'univers. On peut montrer que cette phase, pour d'autres raisons, mais là je ne vais pas m'étendre là-dessus, dure un certain temps, et alors l'univers ainsi créé, puisqu'on a à ce moment-là de la matière et un univers en expansion, se met à s'étendre de la manière habituelle, avec l'espace qui s'étend, la matière qu'il contient, et alors il se produit quelque chose de particulier. Vers quoi va-t-il s'étendre? Il s'étend, comme notre univers s'étend maintenant, sauf que il y a un petit problème. C'est que l'énergie du vide, qui, après le début de la production, était plus basse que l'énergie de la matière qui a été produite, l'univers qui sort de cette toute première phase de production, il sort, disons, dans les conditions habituelles que l'on connaît, c'est-à-dire avec une énergie du vide, mais qui est répulsive, et l'énergie associée à la matière qui a été produite, qui, elle, s'attire, parce que toutes les particules qui ont été produites s'attirent les unes des autres. Donc vous avez deux milieux qui contrecarrent leurs interactions. La matière qui a été produite s'attire, mais comme dans l'univers ordinaire, les choses s'attirent, et le vide qui est toujours là continue à jouer son rôle de repoussoir. Sauf que son énergie est plus basse, et donc c'est pas lui qui domine. Donc l'univers, au début, évolue comme les univers que nous connaissons, avec les lois habituelles. Et il ralentit de plus en plus, comme on croyait qu'il le ferait jusqu'à aujourd'hui, mais on sait depuis quelques années que ce n'est pas le cas. Ce fut une des grandes découvertes magistrales de l'astronomie, c'est que l'expansion de l'univers est actuellement accélérée. Et ça depuis probablement 4 à 5 milliards d'années. Et accélérée à cause de quoi? Il y a différentes hypothèses. Dans les hypothèses qui n'ont rien à voir avec ce que je vous explique, on appelle ça l'énergie noire. On sait qu'il y a quelque chose de répulsif à l'intérieur de l'énergie, à l'intérieur de l'univers, pardon, qui fait qu'il a tendance à accélérer l'expansion de l'univers et accélérer de plus en plus. Dans le modèle que je vous ai décrit, les choses se passent de façon très naturelle. Au début, c'est la matière qui est prépondérante, c'est elle qui a plutôt un effet attractif, qui rassure. Sauf que la densité de son énergie, elle diminue progressivement, puisque la matière se dilue de plus en plus, comme dans l'univers que nous connaissons. L'univers s'étendant, la matière qu'il contient se dilue de plus en plus. Donc son effet attractif diminue de plus en plus. Mais l'effet répulsif du vide qu'il contient toujours, celui qui a donné naissance tout au début à la phase inflatoire et à la genèse du tout, elle reste constante. Donc il y a bien un moment où elle va dominer. Si l'une diminue, la matière, l'autre reste constante. Et c'est à partir de ce moment-là que dans ce modèle théorique-ci que je vous décris, l'univers recommence à accélérer. Et il va accélérer vers quoi, croyez-vous? L'univers accélérant. Or, on n'est pas encore dans une phase dangereuse actuellement. L'accélération est faible, mais elle est accélérée. Sauf qu'on sait que ça va accélérer de plus en plus. Et dans le modèle que nous avons, ce qui va se passer logiquement, et peut-être même dans d'autres modèles, c'est que l'accélération va aller de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que l'univers va devenir comment? Mais de plus en plus vide. Parce que les choses, la matière, s'éloignent de plus en plus, les particules matérielles qui ont été créées, enfin les objets célestes,
Et donc, l'univers va devenir, dans un futur lointain, mais peu importe, dans un futur fini, de plus en plus vide, c'est-à-dire asymptotiquement vers le futur, c'est-à-dire loin, loin, loin dans le futur, l'univers va ressembler de plus en plus à la condition initiale qui lui a donné naissance. Et c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que, d'une certaine façon, on assiste là à une boucle logique. C'est un peu ce que je vous ai dit au début. La condition finale de l'univers, vers laquelle il tend dans le futur, rejoint la condition initiale qui lui a donné naissance. D'où, on peut imaginer, ça fait partie de la cohérence de ce modèle, une rejuvénilisation de l'univers, loin dans le futur, à partir du moment où il sera suffisamment vide, avec une petite nuance que je voudrais dire pour notre collègue qui va donner un exposé sur les multivers cet après-midi, c'est que c'est un peu idéalisé, je terminerai par là, dans la mesure où, lorsque les choses s'étendent, deviennent de plus en plus vides, et il se produit ce que je viens de vous décrire, il y a des petites fluctuations malgré tout, des petites inhomogénéités. Donc, les rejuvénilisations dont j'ai parlé ne sont pas nécessairement globales. Ça ne va pas se passer en un coup pour tout l'univers. Ça peut commencer à se passer en certains endroits de l'univers, des endroits qui sont suffisamment vides, où les fluctuations ont été suffisamment fortes. Et donc, on voit émerger la possibilité d'une arborescence de mini-univers, de plurivers ou d'univers-bulles, il le définira mieux que moi, qui viennent se greffer sur cet arbre dans lequel nous sommes. Et en résumé, nous pouvons dire, parce que je sens bien que le temps était largement dépassé, non, je voudrais simplement dire, en conclusion, on peut dire finalement que notre univers, je parle bien de notre univers, existe bien depuis 13,7 ou 13,8, j'ai oublié le chiffre, milliards d'années, mais que l'histoire cosmologique en tant que telle existe depuis toujours et pour toujours. Voilà. Oui, donc je pense qu'effectivement, je commence à dire simplement que je n'ai aucune raison de modifier mon préjugé par lequel j'avais commencé. Donc merci beaucoup. J'ai vu une main là-bas. Je voudrais vous demander d'expliquer pourquoi le vide quantique doit s'étendre. J'ai bien compris que s'il s'étend, il crée de la matière. Pourquoi ne pouvait-il pas rester intrinsèquement parce qu'il a un effet spontané antigravitationnel. Il se repousse. Les différentes parties du vide se repoussent les unes des autres à cause de sa propriété. Je peux vous expliquer ça en détail après, mais c'est ça la propriété essentielle. Oui, on continue, oui. Mais je veux juste reposer la question de Leibniz. Pourquoi y a-t-il le vide quantique plutôt que rien? Ah, ça c'est la bonne question. J'aimerais bien que quelqu'un me donne la réponse. Moi j'ai une question beaucoup plus terre à terre. C'est comment vous passez d'énoncés épistémiques à des énoncés ontologiques ou des relations d'incertitude à des relations d'indétermination. Vous avez dit la particule est ici, un peu là, un peu là. Il y a une différence entre dire on ne sait pas si elle est ici, là ou là. Non, je vais vous répondre. Pardon. Ça c'est la question. Comment sait-on qu'elle est un peu ici et là? Savoir parce qu'on ne sait pas dire. Oui, ça c'est autre chose. Ce sont deux énoncés très différents. L'un est épistémique, l'autre est ontologique. Et pour passer de l'épistémique à l'ontologique, il faut supposer que la description quantique usuelle est le fin mot de l'histoire, le dernier mot de l'histoire, etc. Et c'est ça la question. Oui, c'est une question, je suis d'accord avec vous, c'est une question dans laquelle il y a plein de richesses à explorer, mais ce que je voulais simplement dire, pour ne pas trop empiéter sur le repas, c'est qu'il y a une très grande différence entre dire la relation d'indétermination et la relation d'incertitude. Là, c'est d'accord. Bien sûr. Bon, je suis d'accord, comment passons. Moi, je dirais que c'est une relation d'incertitude, a priori, non, je ne dirais même pas ça, mais disons, on peut la voir comme ça, mais passer à l'ontologie et dire
la particule n'a pas de vitesse et position, ça sont des assertions qui sont ontologiques. Si, il a dit ça. C'est ça ce que l'indétermination. Non, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dit ça. Je veux dire, on ne peut pas les connaître, non pas. Ce sont deux choses différentes. Tant qu'on ne les mesure pas, il y a un problème, c'est pour ça que c'est long à expliquer. Il y a un problème d'opération de mesure là-dedans. Voilà, c'est tout. Et tout part de là. Si vous voulez, on veut prolonger la discussion, mais tout part de là. Parce que si on fait une opération, je suis d'accord avec vous, voilà, je veux dire si on fait une opération de mesure de quelque chose, et qu'on trouve un résultat, dans le formalisme de la mécanique quantique, on appelle ça une valeur propre, etc., alors on sait, vous avez raison, qu'à ce moment-là, elle a cette valeur. C'est-à-dire, elle a cette valeur avec une probabilité de 100% et 0% pour le reste. Et puis, l'évolution fait que ça redevient. D'accord? Voilà. Serge avait demandé la parole aussi. Oui, une question un peu moins de connaisseurs. Si l'univers s'étend dans notre représentation, devient toujours plus grand, qu'est-ce qu'il y a dans les zones où il s'étend? Ah non. Il n'y a pas. Il ne faut pas s'imaginer l'univers comme un intérieur avec un extérieur vide. L'univers, c'est tout. Sauf si on parle d'un univers fermé. Moi, je suis dans le contexte d'un univers, comme on dit, soit plan, soit ouvert, c'est-à-dire infini. J'essaierai de répondre à cette question tout à l'heure. Ok. Oui. Dans cet univers devenu évanescent, la matière ainsi créée, qu'est-elle devenue? Dans l'univers évanescent... Ben oui, l'univers, tout qui s'étend à l'infini, les galaxies, la matière était créée. Qu'est-elle devenue? Mais celle-là, elle est toujours là. Simplement, ce qui diminue, c'est sa densité. Cette matière-là, elle est immuable, sauf si c'est de la matière, je ne sais pas, qui pour des raisons de départ étaient des particules avec un certain temps de vie, ça j'en sais rien. Mais enfin, la matière en tant que telle, elle est toujours là, elle n'a pas redisparu. Elle ne disparaît pas dans ce modèle. Oui. Donc on peut imaginer des univers qui se recréent dans des univers. Oui, bien sûr. Oui. Mais pour moi, très franchement, je suis tout à fait d'accord et je dis oui. Ça n'a jamais été tout à fait clair et je serais très curieux, peut-être dans l'exposé qu'on va entendre, d'y voir un peu plus clair dans les multivers, etc. En particulier les liens de causalité entre eux. Voilà, ça c'est mon point faible, c'est que là, je ne vois pas très clair. Oui, Daniel. Pour la question de Leibniz, tu as répondu. Parce que, puisque le vrai vide matériel ne peut pas exister, étant donné les relations d'incertitude, d'indétermination, le vide n'existe pas. Le vide au sens où il n'y a rien du tout. Bien sûr, de ce point de vue-là, j'ai répondu. Donc voilà, ça c'est la réponse. Oui, si c'est ça, oui. Ouais. Je suis pas d'accord, oui. Mais bon. Encore une, mais après, je pense qu'on va avoir plus de bruit à partir des quatre monuments qu'à partir d'autres choses. Donc, la dernière. Le problème de l'antimatière. Parce que normalement, cette création à partir du vide, ça crée autant de matière. Oui, très bonne question. C'est un problème bien connu. Oui, bien connu et non résolu. Et c'est pas nous qui le résolvons pour le moment. C'est effectivement un gros problème. C'est qu'il y a autant de matière, d'antimatière qui est créée. On n'a pas, si vous voulez, on devrait ajouter à ce modèle, chose qui n'est pas faite, qui le sera peut-être un jour, peut-être pas, je n'en sais rien. C'est un problème qui est sur toute la physique, celle-là. C'est quelle est la transition de phase, quelle est la dissymétrie, quelle est l'origine de la dissymétrie initiale, puisqu'on pense, on a la quasi-certitude, qu'au départ, il y a une quantité égale de matière et d'antimatière qui sont produites. Mais c'est clair qu'il y a un petit surplus de matière qui est resté, sinon tout se serait annihilé. Et c'est pour ça que, d'une part, on ne voit pas à l'état libre l'antimatière, elle est produite en labo, etc. On peut la trouver dans les rayons cosmiques. Mais l'univers est fait de matière et pas d'antimatière. Donc, si on a la certitude théorique qu'il y avait autant de matière que d'antimatière dans les premiers moments, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une brisure de symétrie, comme on dit, qui fait qu'il y a une partie de l'antimatière
qui a été décrite, mais dans des très très petites... mais ça peu importe si c'est une particule sur des millions d'autres. L'important, c'est qu'on n'a toujours pas résolu le problème. C'est un des gros problèmes de la physique. Non, j'avais dit la dernière, c'était, je pense qu'on aura encore le temps de parler après.